bienvenue dans votre magazine TV My House, consacré à l'habitat dont voici le sommaire. La saison des pluies est parmi nous et ce depuis le mois de juin. Le 21 août dernier, nous avons tous vécu des inondations sans pareil dans la ville de Douala. Dans Focus House, nous nous intéresserons aux causes des inondations, leurs dégâts et impacts, ainsi qu'aux mesures sécuritaires à prendre au cas échéant. Lifehouse nous immergera dans l'après-inondation dans les quartiers qui ont été touchés par la catastrophe. Comment ils vivent cet événement? Une inondation aussi minimisable qu'elle puisse être peut tout de même causer des ravages importants tels que les documents et les objets attaqués. Dans l'Astuce House, nous apprendrons comment sortir de cette impasse. My House avec le concours de Simencam. Démarrons avec Focus House. Les inondations, quelles sont les causes, les dégâts, leurs impacts sur nos ouvrages et quelles sont les mesures à prendre? Tentative de réponse avec Tommy Tamou. Une ville sous les eaux, des images effroyables, des adverses impitoyables, la nature a frappé fort. Des populations aux abois terrées chez elles durant des heures, la ville de Douala s'est arrêtée ce vendredi 21 août 2020. Un événement lourd de conséquences qui a imposé un calendrier sombre pour de nombreux citoyens de la cité économique. Il y a de nombreuses années, les populations n'ont pas vécu un tel déluge. Les inondations, presque monnaie courante dans nos villes en période de saison de pluie, nous interrogent sur les causes profondes de ce cataclysme de la nature, l'impact sur nos ouvrages et sur nos vies, sans oublier les mesures sécuritaires à prendre. D'abord, il faut comprendre qu'il y a 4 mètres d'eau par an au moins à Douala. C'est l'une des causes qui peut expliquer cette situation intenable imposée par l'eau. Des précipitations successives, année par année, qui augmentent le niveau d'eau de la mer. Mais l'action humaine est au centre de tout ce dérèglement. Les canalisations qui sont souvent chargées d'évacuer ces eaux vers le Vouri, ainsi que les bassins versants qui récupèrent les eaux pour les verser dans le Vouri, sont bouchés ou encombrés. Les obstructions de drains, des encombrements de lits de rivières et fleuves. Le cas patent, celui de la Bagna, qui longe le quartier Sable et Bonamoussadi. Parce qu'il y a un bassin versant du Vouri qui s'appelle le Bagna, avec les encombrements qu'il y a eu dans son cours, a très tendance à sortir de son lit. Et les résultats sont clairs. Chaque fois qu'il pleut, ou chaque fois que la marée est haute, le Bagna a toujours tendance à déborder de son lit. Le Bagna ou d'autres bassins versants. L'action humaine va au-delà de cela. On construit dans des zones inondables, sans aucun aménagement préalable prévu par les autorités. Ces zones inondables sont des zones dans lesquelles il ne faut pas, en principe, construire. Mabanda à Bonabéry est un sombre tableau. Mabanda, c'est une zone d'inondation. C'est un des bras du Mungo là-bas. Les constructions anarchiques contribuent à accentuer l'ampleur des inondations. Si vous allez un peu plus loin vers Forêt-Bar, vous trouverez des maisons sur pilotis. Pour une ville comme Douala, qui est assez plate avec des quartiers situés relativement au niveau de la mer, ça n'arrange pas les choses. Et vous savez que quand les zones sont plates comme ça, quand les eaux remontent, elles ont tendance à s'étaler. À Mabanda, justement, il y a la conjonction de la pluie et de la marée. Une conjonction de facteurs, réajustés avec le non-respect du plan d'urbanisme, contribue à accroître et à appuyer la pression liée aux inondations. Alors les populations sont prises au piège. Et à cette période, tout peut arriver. L'insécurité est aux portes des demeures. Pour les secouristes, la première action est instinctive. Chercher à être loin du danger. Le danger, ça ne peut être que l'eau. Pour le cas dont vous faites allusion, c'est l'eau. L'abri, ça peut être la toiture, sur la toiture, sur un pont élevé. L'un des gestes très courants, c'est de voir les populations pendant l'inondation et les pluies
retirer de l'eau au même moment. Donc il serait mieux d'abandonner. Dès que l'inondation commence, abandonner et aller loin parce que c'est déjà un danger. Et encore mieux, il n'est pas indiqué à chercher à rattraper ou sauver des objets durant l'inondation. Lorsqu'il y a inondation, il n'est pas conseillé d'ouvrir la porte. Mais lorsque vous constatez qu'il y a déjà de l'eau, il faut alerter. Il faut alerter. Il y a plusieurs méthodes d'alerte. Par ailleurs, il est conseillé de ne pas utiliser des objets électriques. Déplacer en hauteur les produits toxiques pour éviter tout risque de déversement. Et encore mieux, Il ne faut pas faire que c'est retourner par exemple dans nos lieux du sinistre avant que les autorités ou alors les services de santé ne donnent l'information. Il ne faut pas y retourner. des mesures qui nous sécurisent, mais n'empêchent pas aux eaux de commettre des dégâts. Un des premiers impacts, c'est que les populations sont en danger. Les maisons risquent de s'écrouler. Sur les infrastructures, l'impact peut être considérable et se définit en fonction de la hauteur de l'eau. Par exemple, si au niveau de la hauteur d'eau, c'est du sol à la plainte, donc les dommages seront vérifiables sur le revêtement de sol ou sur la plainte. Le retour à la normale peut contraindre les habitants à ce type de désagrément. Ça peut aller de dommages qui seront de l'ordre du désagrément à des dommages beaucoup plus graves comme des fissures, des écroulements, selon aussi la puissance de l'eau. Pour l'architecte, la meilleure solution serait d'éviter les zones inondables. Mais au cas échéant, deux approches sont perceptibles pour limiter les dégâts. En premier plan, résister. Résister, ça veut dire essayer de rendre son bâtiment le plus imperméable possible. Ou alors, céder. Donc l'autre approche, c'est de laisser l'eau rentrer et donc de réfléchir dans la conception à savoir comment mettre les appareils ou les éléments, je dirais, le plus en sécurité possible. L'impact ne réside pas seulement sur nos ouvrages. Il s'impose sur les habitants sinistrés, avec des maladies hydriques, telles que le choléra, surtout le plus important, sur le plan psychologique. Sur ces catastrophes, sur des sinistres qui ont eu cours dans d'autres pays, ont révélé de graves atteintes sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique chez les victimes. Un aspect que néglige très souvent l'opinion publique. Étant dans cette situation, il y a des gens qui, la nuit, par exemple, ne pourront plus véritablement dormir. Ils vont dormir avec une partie de leur cerveau, l'autre partie étant en train de vérifier si les pluies ne commencent pas et tout. Donc ça fait que les gens vivent dans le stress permanent et dans l'anxiété permanente. Pouvant découler à des conséquences fâcheuses sur la santé physique des populations. Néanmoins, des actions majeures doivent être posées par les gouvernants pour éviter de nouveau de telles catastrophes. Quant aux populations, une responsabilité individuelle et personnelle est à prescrire quant à l'occupation anarchique et non recommandable des zones inondables. Le gouvernement ne vous délivrera un titre foncier dans une zone marécageuse pour le moment. Plus qu'un cimentier ordinaire, Cimancam se présente aujourd'hui comme un apporteur de solutions dans le domaine de la construction, grâce à ses innovations, notamment Sabito Construction. Découvrez Sabito Construction, une application qui vous explique tout sur la construction, notamment des conseils sur l'acquisition d'un terrain, un calculateur intégré pour une meilleure évaluation de votre cahier des charges, une documentation prérequise telle qu'un permis de bâtir, des recommandations diverses sur le matériel et le ciment à choisir en fonction des étapes de votre chantier. Trouvez toutes les réponses à vos questions en téléchargeant l'application Sabito Construction sur Apple Store, Play Store ou alors visitez notre site web www.cimancam.com. Comment vit-on la post-inondation? Une question qui nous a amenés dans les artères de certains quartiers de la ville de Douala qui ont subi les affres de la catastrophe. Découvrons-le dans Lifehouse. Il y a des matelas qui sont mouillés, ceux qui sont partis, les seaux, les mamies qui sont partis, les traverses, l'eau était ici jusqu'au niveau ici. L'eau d'ici était jusqu'au niveau. Et Sommet fait l'inventaire de ce désastre. Ça a mouillé tout, l'acte de naissance, les phares repassés, ventilateurs, tous les lieux, les documents qu'on peut te demander au travail avec,
Tout est mouillé, on ne sait pas comment faire. Des nuits sans sommeil, des journées tourmentées. Nous sommes 6 jours après la catastrophe. Dans les entrailles marécageuses du quartier Moussoké, la fureur de l'eau a imposé son diktat. Ça a ramassé les sous-partis avec tout ce qui était là. Pour manger, il faut attendre 22 heures pour faire quelque chose. Un risotteur ou un spaghetti vite fait. Les jours d'après, dans les différentes demeures, sont rythmés par d'incessants efforts de nettoyage. Depuis une semaine qu'on ne fait que laver, ça ne finit pas. Vous ne voyez pas les cordes, tout est occupé. Jusqu'à là, il y a tous les habits dans l'eau et tout. On ne fait que laver. Regarde la main, ça a tout rougi. On ne fait que laver. Non, depuis la semaine, là, on ne s'est même pas encore reposé. Depuis 5 jours, on est dans le nettoyage. Un décor presque apocalyptique. Matelas, fauteuils, vêtements. L'évaluation des dégâts donne des sueurs froides. L'après-inondation impose une nouvelle façon de vivre. Et Sommet a dû quitter son domicile pour vivre ailleurs. Tu es obligé de quitter. Tu vas dormir sur quoi? Tu es obligé de quitter pour avoir quelqu'un qui est en haut pour dormir chez lui, ou chez un frangin, ou chez un frérot. Quant à sa voisine, depuis le déluge, c'est à même le sol qu'elle dort. On va faire comment, mon père? On lance la bâche par terre, on dort sous ça, non? On devait faire comment? L'après, c'est aussi la fréquentation des hôpitaux. Pour certains, les maladies se sont imposées. C'est pour le petit cycle qu'on a déjà. Ça, c'est pour le petit cycle qu'il a dépensé sur ça. Pour les infections urinaires, tout ça. La vie s'est presque figée pour ces populations. Et tu peux pas aller au travail parce qu'il faut que tu laves les trucs. Parler des trucs que tu es obligé de laver les trucs pour que ça ne se perd pas. Une situation qui a créé un choc psychologique chez ces derniers. Oh, vraiment, ça traumatise. Je ne peux pas vous dire un vrai des vrais. Ça traumatise. Face à ce drame, l'État a accompagné certaines familles. Aujourd'hui, franchement, je suis vraiment soulagée parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à ça. Lorsqu'on a pris nos numéros et nos noms, on ne s'attendait pas à ces merveilleux cadeaux-là. On dit vraiment merci au gouvernement. Même si au quartier Moussoké, les populations sont toujours en attente d'un soutien. Mais dans cette configuration, pour le psychologue, une stratégie globale s'impose. Il ne faudrait pas se limiter simplement à apporter aux sinistrés des biens physiques, des biens matériels. Il faudrait également prendre en compte dans leur prise en charge les aspects médicaux et les aspects psychologiques. L'appui psychologique consiste tout simplement à faire comprendre aux victimes que ce qui leur arrivait n'est pas un sort jeté, que ça peut arriver à tout le monde et qu'ils proposent des méthodes pour qu'ils retrouvent la vie d'antan, la vie normale. Une stratégie dans laquelle l'intervention de l'État est primordiale. Elle crée des conditions pour que les uns et les autres puissent rétablir facilement leurs documents ou autres qui seraient perdus. Pour le secouriste, la démarche pour réintégrer les lieux sinistrés aurait dû se faire après avis des autorités. Après l'inondation, il faut toujours avoir l'avis des autorités pour retourner sur le site. Parce qu'ils s'en souviennent très souvent, ils s'ensuivent très souvent des maladies. Pour un domicile inondé, la meilleure conduite à tenir pour y séjourner à nouveau, en évitant tout désagrément, serait de désinfecter l'habitat et son environnement tout entier. Et pour terminer, Priscille nous propose des solutions pour sauver nos documents attaqués par les inondations. C'est dans cet élément d'Astuce House. Toutes nos pensées vont à l'endroit des populations des zones sinistrées de la ville de Douala qui ont subi des inondations il y a quelque temps. Inondation qui malheureusement a pour conséquence de détruire la plupart de nos documents les plus importants et dont certains n'ont autre choix que de les jeter. Les solutions pour les restaurer existent et elles se trouvent la plupart du temps chez vous. La première méthode est l'lyophilisation qui consiste à mettre vos documents dans des sachets de congélation et à les placer dans votre congélateur. La congélation vous permet de stopper le processus de formation des champignons et des moisissures sur vos documents et de prendre le temps de vous occuper d'autres choses, le temps que vos documents se sèchent normalement. Vous êtes prêt à vous occuper de vos documents, sortez-les des congélateurs et posez-les dans un seau contenant un couvercle.
À côté de votre document, mettez-y un sachet de gel de silice. Votre document est à moitié sec, vous pouvez le sécher en le mettant près d'une source de chaleur, en utilisant soit le soleil, soit votre fer à repasser ou votre sèche-cheveux. Si vous optez pour le sèche-cheveux, tâchez de ne pas les sécher à température élevée pour qu'ils ne se brûlent pas. Vos documents sont secs, mais ils dégagent malheureusement une odeur de moisissure liée aux dégâts des eaux. Prenez juste un chiffon propre et essuyez votre document. Vos documents ont séché, il ne vous reste qu'à les plastifier à chaud ou à froid pour éviter qu'ils se mouillent à nouveau. Vous pouvez aussi opter de les scanner et de les mettre dans le cloud pour les avoir partout où vous souhaitez dans le monde entier. My House, stop et fin pour cette édition spéciale inondation. À la prochaine pour de nouvelles informations sur l'univers de l'habitat. My House avec le concours de Simencam.